Bonjour, pour cette troisième conférence, nous allons accueillir Hippolyte Cobé qui va nous parler de l'impact de nos jeux sur notre culture, sur notre société, d'un point de vue de la politique, la portée politique de nos œuvres. Hippolyte Cobé, c'est un développeur de jeux, c'est aussi un professeur à l'ICANN et dans des écoles de sciences cognitives. Je le laisse entrer sur scène. Bonjour à tous. Alors, comment ça va? Ouais. Vous êtes chaud. Alors, donc, comme l'a si bien expliqué notre cher ami ici présent, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de jeux vidéo et de politique. Alors, sous plusieurs prismes, vous allez voir, ça va être super. On est parti pour 4h30 de fun, c'est pas vrai. Une petite vingtaine de minutes, un truc comme ça, à moins que j'aille très vite ou très lentement. Bon, alors qui suis-je? Avant toute chose, bonjour. Je m'appelle Hippolyte Cobé, donc je suis développeur de jeux, principalement de jeux indépendants. Je suis passé par la case AAA avec Beyond Good and Evil 2 qui, je ne sais pas s'il sortira un jour, donc ne me posez pas la question. Puis ensuite, je suis passé chez le studio indé qui est Nerial, qui est notamment connu pour la série des Reigns, qui a sorti l'an dernier de Crush House, qui a été un succès commercial hallucinant. Pas du tout. On a sorti aussi Card Shark, on a fait plein de choses super. Et récemment, j'ai quitté mon travail là-bas pour lancer mon propre studio de jeux indépendants. Et voilà, maintenant j'ai mon propre studio. Et accessoirement à côté de ça, donc, comme il l'a dit, je fais des conférences un peu partout, dans des écoles où j'enseigne la psychologie du jeu vidéo, le game design, et l'impact des jeux vidéo sur les questions sociales et sociétales. Voilà. J'ai aussi sorti un docu. Peut-être que certains me connaissent pour ça. Si jamais vous l'avez déjà vu, je suis désolé, je vais redire pas mal de choses dans cette conférence qui s'appelle The Blood on Our Controllers et qui est un documentaire autour des liens entre l'industrie militaire, la politique, le jeu vidéo et sur la responsabilité du jeu vidéo dans la déshumanisation des communautés arabes et comment est-ce que l'industrie du jeu vidéo a participé en partie à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Notre histoire aujourd'hui, notre discussion commence autour d'une date, un petit peu de storytelling, mesdames et messieurs. Tout commence le 7 octobre, il y a 2 ans, au moment des événements que vous connaissez, l'attaque du Hamas sur Israël, qui va lancer l'offensive actuelle d'Israël sur la bande de Gaza absolument catastrophique, qui amène au génocide qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque, globalement, tout le monde s'en foutait en France. Personne n'en parlait, strictement personne n'en parlait, et particulièrement dans la sphère culturelle et artistique, notamment le jeu vidéo. À cette même époque, à peu près exactement un mois et demi plus tard, il y a les Game Awards. Alors, les Game Awards, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, les Game Awards, c'est l'équivalent des Oscars du jeu vidéo. C'est globalement la plus grande cérémonie de remise de prix de jeux vidéo au monde. Il y a des dizaines de millions de personnes qui vont regarder ça. L'audience est 10 fois supérieure à celle des Oscars. C'est globalement un monstre de com où il y a des annonces, des reveals, etc., etc., etc. C'est notamment une cérémonie au cours de laquelle, il y a quelques années, il y avait eu tout un pamphlet de la part des organisateurs autour de la condition des développeurs en Ukraine qui souffraient de l'invasion russe. À ce titre, certaines personnes ont essayé de faire en sorte, et par certaines personnes j'entends la future classe. Donc qu'est-ce que c'est la future classe? C'est un peu caché, mais il y a écrit. Vous voyez s'il y a écrit à gauche ou pas? Ouais, super. Donc la future classe, qu'est-ce que c'est? La future classe, c'est un rassemblement de, à l'heure actuelle, à peu près 200 personnes, 50 par an, qui sont élus par l'organisme derrière les Game Awards. Donc c'est des gens qui sont là pour représenter d'une certaine manière le futur de l'industrie pour ce qu'elle a de bien à apporter, niveau inclusion, représentation, enjeux sociaux, etc., etc. Une personne dans cette future classe, du nom de Younes Rabi, développeuse et chercheuse dans le jeu vidéo, a décidé d'écrire une lettre ouverte. On a tous les deux écrit cette lettre et on a tous les deux lancé une vague de com autour de cette lettre ouverte qui appelait les Game Awards à reconnaître la situation catastrophique en Palestine afin de faire en sorte que l'industrie du jeu vidéo s'insurge, comme elle s'est insurgée pour l'Ukraine, de la condition de ce qui se passait en Palestine, globalement. Cette lettre ouverte, elle a été signée par des milliers de développeurs à travers le monde. Ça a été relayé dans énormément de médias, des Polygon, Canard PC, j'ai oublié les autres journaux, mais plein, qui globalement ont relayé cette lettre ouverte et ça a énormément fait parler de soi.
Bon, c'est pas le sujet, mais long story short, ils s'en sont foutus royalement. Aucun droit de réponse. La future classe a été semi-dissoute après ça. Plus jamais personne n'a été ajouté dans la future classe. Peut-être que ça reviendra cette année, mais je ne crois pas. Globalement, ça a été un shit show monumental. Younes en a pris plein la gueule. De la part de Jeff Keighley, le mec qui organise les Game Awards et qui est une espèce de probablement la personne la plus connue du jeu vidéo à l'heure actuelle. Globalement, ça s'est très mal passé. Y compris pour moi. Parce que moi, à l'époque, donc, j'ai fait partie des gens qui ont écrit cette lettre et qui l'ont diffusée, etc. Blablabla. Je suis pas connu du tout sur Twitter. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais un compte avec peut-être 80 abonnés. Tout le monde se foutait de moi et j'étais très content. Mais j'ai fait ce tweet où je dis les jeux sont politiques, dire l'inverse est en soi une affirmation politique. Où je relayais un des articles Polygon qui parlait de notre lettre ouverte. Ce tweet a complètement buzzé avec quelques autres. Moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie, donc j'étais en mode what the fuck les amis, pourquoi j'ai des centaines et des centaines de notifications. Au début, j'étais en mode stylé, je vais devenir millionnaire, à moi la YouTube money. Pas du tout, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de messages d'insultes, de menaces de mort, de menaces envers mes proches, de photomontages de moi avec écrit Soy Boy dessus. Globalement de tout, vraiment tout est passé par là, et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, globalement, ça c'est un tweet, mais il y en a, genre, j'en avais fait 4-5, et globalement tous ils ont eu autant de views, etc. Bref, c'était le bordel. Dans l'eau, il y a ce type. Greg Grass, Grande Herbe, qui dit les jeux sont politiques, dire l'inverse est un statement politique en soi. Qu'est-ce qu'il y a de politique sur ce jeu ? C'est Tetris. Vous le savez, j'imagine. Donc là, je suis en mode merde. Putain, parce que. Et je lui réponds quoi au boug en fait ? Je vais pas lui dire oui, en fait, les trucs qui chutent, c'est une métaphore de la nanana, etc. Et en fait, ça représente notre construction sociale qui se construit, en fait, chaque ligne qui disparaît. Nanana. Globalement, c'était pas possible. Donc ce mec était très très énervé, il était pas content, ce qui est quand même relativement paradoxal de la part de quelqu'un qui a dans sa bio Are you upset? Get some help. Voilà, ça c'est ma pique à moi. Mais globalement, ça m'a montré un truc qui est que sur Internet, il y a un consensus, c'est que les jeux, c'est pas politique. Alors il y en a peut-être plein parmi vous qui ont déjà étudié la question et qui sont en mode mais non, mais tout à fait, en fait, on le sait, alors c'est politique, non. C'est pas clair pour plein de gens. Et il y a plein de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Est-ce que c'est ce que j'aimerais qu'on explore aujourd'hui ? Cette question, est-ce que les jeux c'est politique ? Est-ce que l'art c'est politique de manière générale ? Dans quelle mesure ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Petit point de définition avant toute chose. Qu'est-ce que c'est la politique ? La politique c'est relatif à l'organisation du pouvoir dans l'État et à son exercice, et c'est surtout relatif à une conception particulière du gouvernement et des affaires publiques. Ça nous aide pas beaucoup. Parce qu'en fait ça veut dire plein de trucs. Là j'ai mis que 2 définitions du Larousse, mais en fait il y en avait genre 8 derrière. J'ai pas tout mis. Nous j'aimerais qu'on le combine avec quelque chose d'autre, qui est la définition d'acte, pour monter un acte politique. Alors qu'est-ce que c'est un acte ? Un acte, c'est la manifestation concrète de l'activité volontaire de quelqu'un, considérée en tant que fait, objectif et accompli. Ma question, ça va être la suivante. Est-ce que créer un jeu est un acte politique ? Ça, pour le coup, c'est assez facile, oui. Si on prend des exemples, ça c'est peut-être le plus célèbre de tous les jeux politiques avec des immenses guillemets, ça a été pas mal critiqué par plein de penseurs. Ce jeu est super, je dis pas le contraire, mais il a aussi plein de problèmes. Paper Please, c'est un jeu où en gros vous incarnez un garde-frontière qui va décider de oui ou non s'il laisse passer des gens à l'intérieur d'un territoire totalitaire avec plein de problèmes, etc. Blablabla, blablabla. Ça parle d'immigration, ça parle de contrôle des frontières, ça parle de totalitarisme, ça parle de géopolitique, ça parle d'un milliard de choses, ça parle de terrorisme activiste, enfin bref, il y a plein de choses. C'est pas le seul jeu qui, en tant que tel, a été un acte politique de la part du créateur pour dire des choses. Il y a aussi Layla de Shadow of War, qui est un jeu créé par un développeur palestinien dont l'objectif était de présenter les conditions de vie des personnes qui vivent à Gaza sous les bombes. C'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque et qui est censé, littéralement un acte militant de la part de la personne qui a créé le jeu, afin de dénoncer ce qui se passait à Gaza. On a aussi This War of Mine, qui est globalement un peu la même chose, mais version plutôt Europe de l'Est. Donc c'est un jeu qui présente ce que ça fait de vivre en tant que civil dans une zone de guerre et non pas en tant que soldat, etc. Et comment est-ce que les personnes, entre guillemets, standards, souffrent de cette situation. Mais globalement, tout ça, ça m'aide pas beaucoup parce que y a plein de jeux qui tombent pas du tout là-dedans. Genre Paparazzi, qui est un jeu où vous prenez en photo des chiens. Je suis pas sûr que ce soit un acte politique. Et surtout, mon Némésis, là,
Je sais pas quoi lui dire, moi. Je vais pas lui dire, bah si, Tetris, c'est un acte militant, politique. En fait, le mec il a sorti, il voulait dénoncer les cubes, j'en sais rien. Non, ça marche pas. Donc certes, créer un jeu, ça peut être un acte politique, mais il manque quelque chose. Pour ça, j'aimerais qu'on revienne à la définition de politique et qu'on y ajoute ce coup-ci un autre mot, qui va être celui de l'opinion. Alors qu'est-ce que c'est l'opinion ? C'est dur de lire de près. C'est un jugement, avis ou sentiment qu'un individu ou un groupe émet sur un sujet, des faits ou ce qu'il pense. Donc ma question, maintenant nouvelle question, c'est le jeu est-il porteur d'une opinion politique ? Est-ce que le jeu en lui-même, l'œuvre, porte une opinion politique ? Ça c'est vous. Un blob. Ce blob, globalement, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est juste un blob, ou c'est juste un amas difforme de masse grise, etc. Sauf que ce blob, il va être sujet à une situation économique, une culture, une communauté, une famille, des amitiés, d'éducation, etc., etc., ce qui va faire que vous allez devenir un être humain. Globalement, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes ce que vous êtes par tout ce qui est passé à travers vous au fil de votre éducation et de votre construction. Vous êtes une version d'un humain qui n'existe que parce qu'elle a eu telle famille, telle situation, qu'elle est née à tel endroit, à tel contexte, à telle date, et qu'elle a vécu telle ou telle chose avec telle ou telle personne toute sa vie. Tout ça, ça va construire votre esprit critique, ça va construire votre créativité, ça va construire qui vous êtes, pour faire de vous l'être humain que vous êtes maintenant. Cet être humain, c'est lui qui va créer si jamais il est amené à créer. Si vous êtes créateur de jeu, tout ce que vous avez vécu par le passé, tout ça, va être transposé dans les œuvres que vous créez. C'est pour ça que, sur des œuvres très similaires, mettons God of War, qui ne sont pas faits par les mêmes personnes, c'est deux équipes différentes et surtout deux directeurs différents sur ces deux œuvres, on n'a pas du tout la même chose. On a quelque chose de très masculin, ultra guerrier, place à zéro sentiment, des QTE pour baiser. Bon, enfin bref, ça va pas. Et une œuvre qui est autour de la paternité, de la compréhension, de l'ouverture au sentiment, de la place de l'espoir sur une mauvaise vision de soi-même, sur la dépression, etc., etc. On est sur deux bases qui sont les mêmes, mais qui, fait par des personnes différentes, donnent des œuvres complètement différentes. Autre exemple plus moderne, récemment Superman. Le dernier Superman qui est sorti n'a pas été fait par les mêmes personnes, et globalement les vibes entre ces deux Superman n'a rien à voir. On a d'un côté le Superman qui est autour de la notion d'être un dieu parmi les humains, et l'autre qui est le Superman de celui qui veut se poser en tant qu'humain et qui veut renoncer à sa part de ce demi-dieu super puissant, etc. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que toute œuvre réalisée par un être humain est influencée par l'entièreté de son background culturel, politique, sociologique, économique et tout le tralala et tout le tralala. Ok. Là, on parle de cinéma et d'histoire. C'est pas très jeu vidéo. Moi, j'aimerais savoir si dans le jeu vidéo, globalement, ce background économique, social, etc., blablabla, il peut se transmettre d'une certaine manière dans vos designs. Parce que ce qui fait le jeu vidéo, c'est le game design. L'interaction. Si on prend Factorio. Factorio, c'est un jeu comme parmi énormément d'autres, qui est un jeu de gestion, où le but du jeu, c'est de créer des choses, créer une société, créer des trucs, etc. C'est ce qu'on appelle des 4X, comme Age of Empires, comme Rise of Nation. C'est vieux, Rise of Nation, j'ai 50 ans. Bref, tous ces jeux dans ce style. Dans la plupart de ces jeux, l'expansionnisme est la solution. Le but, c'est de grandir plus vite et plus fort que ses adversaires pour prendre l'avantage sur eux, parce qu'on a construit plus vite. Ça, cette idée, l'expansionnisme, c'est une idée politique. C'est quelque chose qui est principalement occidental, dans cette idée que pour grandir, pour qu'une société soit meilleure, il faut grandir, il faut avoir plus, etc., etc. C'est pas quelque chose de conscient de la part des créateurs. C'est pas des gens qui se sont dit au moment où ils ont fait le jeu, on va parler d'expansionnisme dans le jeu. Mais pour autant, cette vision de la société et cette compréhension de ce qui fait une société se transmet dans le jeu de cette manière. Autre exemple. Dans le jeu Splinter Cell, dans les jeux Splinter Cell de manière générale, vous avez un système de scoring à la fin de chaque mission. Donc Splinter Cell, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'infiltration. Donc en gros, vous êtes un agent secret et le but, c'est de traverser une zone et de fumer tout le monde, etc. Ou pas d'ailleurs. Et de voler des documents, d'assassiner quelqu'un. Enfin, il y a toujours un objectif différent. Autre exemple, j'y reviendrai sur Splinter Cell, Sniper Elite. Sniper Elite, c'est un peu la même chose, mais vous avez un sniper. Globalement. Dans ces deux jeux, il y a un système de scoring qui est très différent. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mission de chacun de ces deux jeux, vous avez un score. Dans ce jeu, si jamais vous passez derrière des gens que on ne vous voit pas, ou alors que
vous les assommez au lieu de les tuer, vous aurez un meilleur score. C'est-à-dire qu'on récompense le fait d'assommer ou d'invalidiser certaines personnes plutôt que de les tuer. Dans ce jeu, c'est l'inverse. Si jamais vous assommez quelqu'un, vous allez gagner moins de points que si jamais vous lui tirez en pleine tête ou vous le tuez juste de manière générale. Et ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin, c'est une décision de design de la part des créateurs que d'avoir décidé que quand vous tuez quelqu'un, vous gagnez plus de points que quand vous l'assommez. Et inversement. Dans Splinter Cell, c'est une décision de design que de décider que vous gagnez plus de points quand vous assommez quelqu'un que quand vous le tuez. Et ça veut dire quelque chose. Et sur une mécanique de jeu qui est relativement similaire, et sur, globalement, cette espèce d'idée préconçue du game design que si jamais vous prenez plus de risques, vous êtes censé être récompensé plus, ce qui a du sens ici, parce que assommer quelqu'un, il peut se réveiller, donc c'est plus de risques. Bah ici, ça n'a pas trop de sens. Donc c'est une décision volontaire de la part des devs que d'avoir fait ça, qui transcrit une certaine opinion du monde, en fait, et par conséquent politique. Lui, je le présente pas. Cette saloperie, là. Vous m'excuserez, mais Tom Nook, c'est quand même un mec qui, niveau game design, va vous expliquer, quand vous avez 8 ans, ce que c'est un emprunt bancaire. C'est fou. Enfin, ce mec existe. Donc là, bon bref, pas besoin de trop... J'ai tout cassé. Tout va bien. Globalement, c'est une volonté, encore une fois, de design que de vouloir montrer que l'économie à l'intérieur du jeu sera biaisée sur un système capitaliste. Et c'est comme ça. Et super. Donc, Tom Nook, autre exemple. Dernier exemple que je vais donner sur ce truc. Citizen Sleeper, c'est un des plus grands jeux de tous les temps. Si globalement vous n'y avez pas joué, je vous le conseille, c'est absolument phénoménal. C'est un jeu qui va traiter de la condition du validisme, de perdre son corps, d'être malade, de la place de l'humain dans une société qui devient de plus en plus automatisée, etc. C'est un jeu qui, de par son narratif, va dire énormément sur le monde, mais aussi de par son game design. Je ne vais pas en dire trop pour pas vous spoiler, mais sur la notion d'utilisation de dés et de ressources, etc., va pousser le joueur vers la compréhension du corps, sur la compréhension de sa place dans la société, etc., etc. C'est un jeu qui va avoir énormément à dire et qui a aussi été grandement inspiré de par, encore une fois, le background socioculturel, etc., politique, etc., de ses créateurs. Tout va bien ? Super, c'est réglé. Mais ça nous aide toujours pas pour notre monsieur Greg Grass, parce que là, encore une fois, je peux pas dire que le background socio-culturel et politique de nanana. À la rigueur, je pourrais, mais ce serait un big stretch, je pourrais dire éventuellement que le fait que tu gagnes des points et que globalement le jeu accélère au fur et à mesure et que tu puisses gagner de plus en plus de points tout le temps, ce serait une certaine vision de la société qui est basée autour de la méritocratie. Non. Ça va un petit peu loin. Donc il y a une dernière chose que j'aimerais qu'on voit, qui est celle de la politique et de l'influence. Bon, l'influence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action généralement continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou quelqu'un. Ma dernière question pour aujourd'hui, ce sera donc, est-ce qu'un jeu peut-il être un outil d'influence politique ? Et là, ça va devenir un petit peu compliqué. Premièrement, j'aimerais qu'on voit, je crois que le faux contact est plus là en fait. Est-ce qu'une œuvre imaginaire peut réellement influencer le monde physique ? Parce que bon, c'est bien beau de se dire oui, effectivement, etc. Il y a plein de choses qui peuvent changer vis-à-vis du monde réel, etc., etc. Est-ce qu'on en est vraiment sûr de ça ? Ben oui, et par un paquet d'exemples. Je vais vous en montrer quelques-uns. Premièrement, c'est la sortie du film The Hunger Games et Rebelle, qui a fait complètement exploser aux États-Unis le nombre d'inscriptions de la part des jeunes filles dans les clubs d'archerie. Impact réel d'une œuvre populaire. Deuxième exemple, c'est Les Dents de la Mer. C'est chiant, hein ? Ça se passe derrière ? Bon, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer ont provoqué à l'époque une vague de chasse autour des requins qui, on le sait, ne sont clairement pas les poissons les plus dangereux de l'océan. Vous avez plus de chances de mourir aux États-Unis à cause d'une vache qu'à l'île de la Réunion à cause d'un requin. C'est véridique, c'est un chiffre avéré. On a aussi comme autre exemple The Queen's Gambit, qui a complètement relancé l'engouement autour des échecs au moment où c'est sorti et qui a fait complètement exploser le nombre de ventes d'échiquiers dans le monde. Plus récemment, on a Baldur's Gate, pour donner un exemple de jeu vidéo, qui a aussi complètement relancé l'intérêt vis-à-vis du D&D et des jeux de rôle papier dans le monde entier. Même chose avec Stranger Things, d'ailleurs.
Globalement, tout ça, c'est des exemples d'œuvres fictives, de culture populaire, qui ont eu un impact considérable, réel, quantifiable, sur le monde réel. Et ça fait un petit moment qu'on le dit. Il y a ces deux boucs, Horkheimer et Adorno, qui ensemble ont écrit ce livre, qui s'appelle De Culture Industrie. Qu'est-ce qui veut dire ce bouquin ? Ce bouquin, il présente le fait que ces deux gars qui ont fui l'Allemagne au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui ont étudié comment l'art en Europe était géré et comment est-ce que l'art pouvait avoir une place dans la propagande d'idéaux politiques et sur la normalisation de certains idéaux. Ils se sont rendus compte de l'importance absolument phénoménale de la culture au sens large, que ce soit l'écriture, le théâtre, le cinéma, la lecture, tout, littéralement tout, aujourd'hui les jeux vidéo, participent en grande partie à la normalisation d'idéaux de masse. C'est-à-dire que par la culture, c'est largement possible pour des gens qui ont le contrôle sur cette culture de normaliser certains idéaux et de faire passer des idées plutôt qu'un autre. Ce qui peut être génial quand c'est des beaux idéaux de fraternité, etc., ou ce qui peut être absolument catastrophique. Goebbels s'est servi énormément de ça pendant la Seconde Guerre mondiale pour utiliser l'art graphique de propagande pour transmettre des idéaux d'extrême droite. Tout ça pour dire que on le sait que la culture a un impact sur le monde réel. C'est avéré, c'est un fait, c'est juste ça, c'est comme ça. Dans le jeu vidéo, ça se transmet de plein de manières différentes. On sait que les jeux vidéo sont utilisés dans l'e-sport pour le recrutement de l'armée américaine, pas que, de plein d'armées différentes. Récemment, le GIGN a utilisé l'idéologie du jeu vidéo pour promouvoir ses services de recrutement. On a aussi les services anglais, j'ai oublié le nom, qui ont utilisé Fortnite pour recruter des gens. On a aussi l'armée américaine qui a utilisé Valorant et plein d'autres choses, Call of Duty, etc., pour aller vers des communautés de joueurs souvent défavorisés pour promouvoir le recrutement, etc. Call of Duty, parlons-en. Call of Duty, peut-être que vous le savez ou pas, mais dans le jeu vidéo, dans Call of Duty par exemple, toutes les armes qui sont présentes dans le jeu et qui existent dans la vraie vie sont soumises à un contrat de licence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présenter une arme dans un jeu qui existe réellement sans avoir payé l'entreprise en question. Et au-delà de la payer, les entreprises de fabrication d'armes vont créer des contrats afin de faire en sorte que les entreprises de développement montrent leurs armes d'une certaine manière. On a les gars de Cybergun qui vont nous dire que nous voyons clairement les ventes de certaines armes augmenter lorsqu'elles apparaissent dans des jeux vidéo populaires comme Call of Duty. C'est-à-dire que le fait que des armes qui existent dans la vraie vie soient présentées dans un jeu comme Call of Duty qui est joué par des dizaines de millions de personnes va faire que cette arme réelle, un jeu pour tuer, sera vendue plus dans le monde. Même manière, Barrett Rifles, qui ont fait le sniper Barrett, qui est super connu des gens qui jouent à Call of Duty, disent qu'ils veulent savoir explicitement comment le fusil sera utilisé dans le jeu, en faisant en sorte, par exemple, que ce soit les gentils qui l'utilisent. Ça veut dire que l'entreprise de création de ce flingue va avoir son mot à dire dans la démonstration de cette arme dans le jeu, pour faire en sorte que l'effet d'aura, le halo autour de cette arme soit positif, et que du coup les gens aient envie de l'acheter plus. Nous avons travaillé avec des entreprises pour intégrer nos fusils de précision dans des jeux vidéo, lesquels notre contrat de licence nous interdit de citer une société par nom, mais vous pouvez jeter un œil à la série Call of Duty. Ça, c'est quand même assez fou. Les armes qui sont montrées dans les jeux, le fait comment elles sont montrées, c'est contrôlé par les entreprises qui créent ces armes, et ça leur permet d'avoir un marketing contrôlé à peu coût et qui a un effet absolument gargantuesque sur la façon dont seront vendues leurs armes. Donc ça, c'est une chose. C'est une façon dont les grandes entreprises vont utiliser le jeu vidéo. Mais si on va d'une manière plus populiste, de voir le jeu vidéo comme une plateforme militante, on a des superbes choses qui sortent aussi. Notamment dans Roblox, que je ne présente pas, qui est un jeu MMO qui est très très populaire chez les gens un peu plus jeunes, que moi j'entends. Je suis très très vieux. Non, ça va. On a ce jeu qui est utilisé comme plateforme de militantisme pour notamment protester contre plein de choses. Il y a par exemple eu énormément de manifestations qui ont été faites dans Roblox pour parler de la Palestine, dans des pays où c'était pas autorisé de manifester pour ces personnes. Mais à double tranchant, parce qu'on a aussi ce jeu qui sert de plateforme dans le développement de simulations de tuerie de masse. Il y a énormément... Parce que dans Roblox, un des intérêts du jeu, c'est qu'en fait, on peut recréer ses propres scènes et recréer ses propres jeux à l'intérieur du jeu. Énormément de gens ont créé littéralement des simulations de tuerie réelles
qui ont eu lieu, par exemple tel attentat ou tel attentat ou tel attentat, pour représenter dans le jeu ces événements et favoriser la radicalisation de droite et favoriser l'émancipation de ces idéaux absolument catastrophiques. Même chose avec Minecraft. Minecraft qui, à l'heure actuelle, a environ 200 millions de joueurs. C'est énorme. C'est 4 fois la France à peu près, un peu moins. Il y a des gens qui sont littéralement payés par des partis politiques aux États-Unis. C'est un fait ce que je vous dis, c'est pas sur la comète. Des gens qui sont payés par des partis politiques américains jusqu'à 15 ou 17 000 $ par mois pour aller radicaliser les jeunes populations sur des serveurs sur Minecraft. Mais encore une fois, double tranchant, on a aussi dans Minecraft des initiatives comme The Uncensored Library, qui est un serveur qui a été mis en place par Reporters sans frontières, où en gros c'est une immense bibliothèque qui ressemble à ça, et vous savez que dans Minecraft il y a des livres, et en fait on peut écrire ce qu'on veut dans les livres dans Minecraft. Vous pouvez retrouver dans cette bibliothèque des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de livres qui contiennent des articles ou des écrits ou des essais censurés dans certains pays pour faire en sorte que les personnes de ces pays-là puissent jouer à Minecraft et aller lire ces articles et s'informer sur la situation dans leur pays ou sur des pensées, etc., malgré le fait que ce soit censuré dans leur pays. Tout ça pour dire que tout ça, c'est à double tranchant. On peut faire des choses absolument extraordinaires avec le jeu vidéo, mais on peut aussi faire des choses absolument catastrophiques. Et ça, c'est indépendamment de la volonté de créer du joueur. C'est-à-dire qu'au-delà de l'opinion politique que porte le jeu, ça c'est une chose, on sait qu'à peu près tous les jeux ont ça, du simple fait qu'ils sont créés par des humains qui sont sujets à leur background, etc., blablabla. On sait que tous les jeux ne sont pas pour autant un acte politique de créer, mais on sait que tout jeu peut être utilisé par n'importe qui pour convoyer des idées politiques en créant des initiatives comme celle-ci, ou comme celle-là. Et sur notre cas-là, on se souvient de lui, et bien c'est là qu'on a un truc à dire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Tetris s'est sorti en Russie pendant la guerre froide, pardon. Ça a été un pilier de la négociation économique de logiciels entre les États-Unis et la Russie. Ce jeu a eu un impact géopolitique hallucinant. Ça a été créé par un Russe. Les droits de négociation entre les États-Unis et la Russie ont ouvert des portes commerciales qui sont encore aujourd'hui considérées. On considère que ce jeu a eu un impact sur la chute du mur de Berlin. C'est vrai ce que je vous dis, hein. Il y a des docus sur YouTube qui sont absolument géniaux que je vous conseille d'aller regarder. Ce jeu a eu plus d'impact politique que des jeux dont c'était littéralement l'objectif de base. Excusez-moi, c'était long. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que en fait, le jeu vidéo c'est un outil absolument phénoménal. Le gars qui a créé ce jeu, il n'avait pas du tout quoi que ce soit, aucune volonté politique de faire ce truc, mais ce jeu a eu un succès tellement monstrueux dans le monde que ce jeu a littéralement changé le monde politique et les relations entre le Japon, les États-Unis et la Russie d'un point de vue commercial. Et ça, c'est fou. C'est juste fou. Cela dit, je tiens à mettre un petit peu de nuance. Tout jeu ne porte pas la même intensité de message politique. On l'a vu, tout jeu exprime une opinion politique d'une certaine manière de fait de la condition qu'il a été créé par des gens. Pour autant, il n'y a pas des essais de 40 minutes à tirer à tous les jeux. Autant il y a plein de choses à dire sur Paper Please, autant écureuil avec un flingue, c'est juste un écureuil avec un flingue. Bon, il y a sûrement des choses à en tirer. J'ai probablement Feldup qui peut faire une vidéo de 4 heures dessus, je dis pas. Cela dit, à considérer, le poids politique intrinsèque à une œuvre peut varier. Toute œuvre fait partie d'un spectre et on doit également, ça c'est hyper important, pouvoir retrouver des œuvres respectant toutes sortes de valeurs tant qu'elles ne tombent pas dans l'illégalité. J'ai beau ne pas être d'accord avec plein de personnes, je veux pour autant que ces personnes puissent être capables d'exprimer leurs idéaux par le jeu, tant que ces idées ne sont pas des idées autour du racisme, transphobie, etc., blablabla, ce que vous voulez, qui ne sont pas des valeurs légales. Et une dernière chose que j'aimerais dire aussi qui est hyper importante, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre une œuvre politiquement réfléchie et morale, d'une certaine manière, et une œuvre éthique. Personne, à l'heure actuelle, dans le jeu vidéo, presque personne, pas tout à fait personne, mais presque personne ne fait d'œuvre éthique. Pour la simple et bonne raison que le matériel que vous utilisez pour jouer, le matériel qu'on utilise pour développer, est construit sur la base de matériaux qui, encore à l'heure actuelle, tuent des milliers de personnes chaque année. Le jeu
éthique n'existe quasiment pas. On peut faire des jeux politisés, on peut se dire ouais, je vais faire un jeu qui parle de la politique, nanana, j'en sais rien, etc. De un, vous risquez de tomber dans le problème du jeu qui prêche un convaincu, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui sont d'accord avec vous qui vont jouer au jeu, vous n'allez pas faire avancer le schmilblick. De deux, vous pouvez vous dire ouais, je fais un jeu wholesome qui est pas violent, etc. Nanana, etc. Super, mon jeu il est libre de tout péché, etc. Tout va bien, certes, mais vous venez de tuer 4 personnes en faisant l'ordinateur que vous utilisez là. Enfin, c'est un point qui est fondamental à comprendre. Et si jamais un jour on veut arriver à l'exigence politique, éthique et morale absolument parfaite, on va devoir collectivement, parce que c'est absolument impossible de faire ça individuellement, on va devoir collectivement essayer de repenser complètement nos méthodes de production, que ce soit de nos machines, de nos jeux, d'un point de vue humain, hardware, software, tout, la totale. Globalement, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est un pas que de le reconnaître. Et essayons de faire mieux. Voilà, merci. Voilà. Désolé pour le petit incident là, c'est... Non, ça c'est normal. Le direct. Bon, merci beaucoup Hippolyte. On peut passer peut-être aux questions, si les gens qui ont des questions. Merci Hippolyte. Oui, bonjour. Concernant les placements de produits dans les jeux vidéo avec des flingues, est-ce qu'il y a une réglementation qui est en discussion, comme pour par exemple dans les séries télé où je crois que les firmes qui placent des produits doivent le signaler au début de l'épisode de la série par exemple? Je crois pas, malheureusement. Pas de ce que je sache. Surtout qu'en fait, le problème c'est que en fait, ça dépend aussi vachement de quel pays vient le jeu en question, de quel pays vient la boîte qui fait les armes en question, etc. Et on a aussi plusieurs cas où il y a des gens qui ont mis des armes dans leur jeu sans licence autorisée, et qu'en fait la boîte en question a voulu leur coller un procès au cul, mais qu'en fait ça n'a juste pas été possible du tout. Ils ont juste pas pu le faire. Parce que en fait, c'est un espèce de trou juridique hyper bizarre, parce que ça dépend de qui fait le jeu, où, comment, et d'où vient l'arme, et qui l'a fait, où, comment, etc., etc. Globalement, c'est un beau bordel. Donc de ce que je sache, non. Après, je peux me tromper. Voilà. Bonjour. Encore merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais proposer 2 cas un peu limites pour pousser la réflexion. Le premier auquel j'ai pensé, c'est Satisfactory, où on a donc dans le game design toute l'expansion qu'on retrouve aussi dans Factorio et autres. Et par contre, dans le lore du jeu, on a l'entreprise Fitseat, qui est dépeint par les développeurs eux-mêmes comme une corporation absolument infâme, qui n'a strictement rien à foutre des ouvriers, etc. Donc comment, dans ce genre de cas, où le jeu, dans son game design, tend vers un message, tend de l'autre côté, dans son lore ou autre, un message complètement inverse? En fait, ça c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est le problème de la satire. Je pourrais dire la même chose d'Heldiver. Heldiver, c'est un jeu où, globalement, le but, c'est conquérir l'espace. Vous êtes l'humain et le but c'est de littéralement fumer les restes des planètes, etc. Surtout que dans le lore, je crois que c'est genre les humains qui ont agressé à peu près tout le monde. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est le cas. Globalement, c'est nous qui avons commencé, quoi. Et le jeu est ultra satirique dans sa démonstration de la démocratie. C'est très Starship Troopers, c'est très ouais, liberté. Pendant que tu te bats, il y a littéralement les bonhommes qui crient liberté. Enfin, c'est hyper caricaturé. Mais en fait, le problème de la satire, c'est que la satire ne fonctionne que si c'est absolument certain, souvent par le biais de quelqu'un d'autre qui va pointer directement dans l'œuvre l'absurdité du discours en question, que c'est absurde, ou alors si c'est compris par la communauté. Et le problème, c'est que c'est hyper difficile à quantifier. Typiquement, Satisfactory, moi je savais pas ça, tu vois. Donc peut-être que ils n'ont pas été suffisamment explicites sur le truc et ils n'ont pas suffisamment expliqué, ou alors le lore n'était pas suffisamment clair. Enfin, je veux dire, si, je connais pas très bien Satisfactory, mais si c'est un lore à la Elden Ring où il faut aller sur des forums, regarder des vidéos cheloues, etc., parler des trucs, etc., pour comprendre, c'est un peu fort de café, je trouve. Pour moi, ça va pas sauver quoi que ce soit. Et c'est un petit peu trop facile, je trouve, de faire des trucs qui sont socialement très sensibles et de trouver une justification après coup pour essayer de se sauver un peu la mise. Du style Kojima qui met une meuf qui est tout le temps en soutif dans un jeu de guerre et qui explique ça parce qu'en fait c'est une semi-androïde qui fait de la photosynthèse. Ça marche juste pas, c'est pas possible. Tu peux pas juste faire un truc qui a aucun sens et qui est politiquement hyper incorrect et juste derrière dire non mais si ça a du sens, c'est parce qu'en fait la meuf elle fait de la photosynthèse. Non, ça marche pas. Donc c'est compliqué. Je dirais que c'est une solution facile, à moins que ce soit très très bien fait. Voilà.
Une autre question? Bonjour. Je voulais vous demander quel niveau de hit pour un jeu il faudrait atteindre pour faire l'équivalent de Tetris de nos jours. Parce que les époques sont très différentes où voilà, il y avait assez peu de concurrence. On pouvait faire directement un hit. Et là, au début de l'ère du boom indie, c'était peut-être plus facile. Mais maintenant, tout est un peu éparpillé. Et je me disais, par exemple, je regardais, tiens, il y a des studios ukrainiens. Ils font des super jeux. Est-ce qu'il y en aurait un qui aurait assez de succès, qui serait joué par tellement de Russes, qu'à un moment donné, il y ait suffisamment de Russes qui réussissent à mettre un terme à la guerre avec l'Ukraine? Puis comme ça, ça a l'air difficile. Bon, imaginons une sorte de Toby Fox ukrainien. Bah oui, mais du coup, c'est des gens qui jouent à des jeux comme Undertale qui vont y jouer, et c'est pas forcément ceux qui vont réussir à renverser le gouvernement. Et donc, autant j'ai compris. Je vois peut-être l'impact dans le cas de Tetris, les relations économiques, le début, etc. Mais dans le cas où il y a déjà des stores comme Steam, il y a déjà les gens qui achètent sur Internet, est-ce que ça va vraiment renverser les relations économiques et qu'il y aurait même un impact sur la politique? Tetris, c'est un ovni. Il faut bien prendre conscience de ça. Globalement, le jeu indé à succès, c'est un ovni. Quelqu'un qui fait un jeu et qui sort un truc monstrueux, qui fait des dizaines de millions de ventes, etc., ça n'arrive jamais. C'est rarissime. On en voit quelques-uns passer par an. Allez, cette année, on a eu Peak, on a eu Deltarune, mais bon, il avait déjà son truc qui était basé avant. Globalement, c'est absolument rarissime qu'un truc ait autant d'impact au niveau mondial. Donc, faut pas s'attendre à ce que ça réarrive. Et je dis pas qu'il y aura un nouveau Tetris dans quelques années. Je dis juste que c'est possible, et que si c'est possible, ce sera parce qu'il y a eu le contexte, le truc, le bon moment, la bonne formule, aux bonnes personnes. Et en fait, c'est énormément de chance. Tetris, c'est arrivé par un concours de circonstances complètement dingue. Et peut-être que s'il y avait eu une ou deux petites choses qui avaient un tout petit peu changé le cours d'évolution de Tetris, tout ce qu'on sait maintenant de tout ça n'aurait absolument jamais existé. Donc en fait, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je suis pas sûr qu'il y aura de nouveau Tetris. Et si un jour ça arrive, ce serait fou, mais ce serait aussi énormément de chance. Voilà. Alors, je me posais une question, mais je suis pas sûr que tu puisses y répondre très concrètement. Ok, challenge accepted. Mais on a bien compris que genre le JV, ça porte un message politique, que ce soit volontaire ou pas, que ce soit militant ou non. Mais c'est plus comment est-ce qu'on peut réussir à changer les moyens de production du JV, aussi pour permettre à certaines catégories de personnes de créer du JV, parce que ça reste un truc qui est très bourgeois et assez inaccessible. Et on a beaucoup, il y a un grand entre-soi blanc d'hommes dans le JV. Et déjà, ça, on savait qu'on n'a pas une pluralité politique et d'opinion et de représentation qui est très grande. Et moi, j'ai l'impression que ça doit passer par un changement des moyens de production collectifs. Et je me demandais si tu avais des pistes vis-à-vis de ça. Je n'ai aucune piste, c'est la question à 10 000 $. C'est à 10 milliards de dollars. C'est comment qu'on refait la société? J'adorerais avoir la réponse. Non, allez manifester. Allez manifester, Macron démission, j'en sais rien, total quoi. Genre il y a tellement de choses à faire, mais là cette partie-là, ça demande une refonte totale des manières de penser, des moyens de production, etc. Et malheureusement, ça prendra des décennies si même ça arrive un jour. C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Voilà. Donc force à tous. J'ai envie de dire juste sur ça. Bonjour. Genre. J'avais une question sur le mépris qu'on a du jeu vidéo dans les classes dominantes, dans les médias, etc. Quand on voit l'impact politique que peut avoir le jeu vidéo, quand on voit les centaines de millions de personnes qui jouent et que finalement c'est devenu milliards en effet, et que finalement c'est devenu le premier produit culturel du monde, est-ce qu'on peut juste expliquer ça par un problème générationnel ou c'est parce que c'est les vieilles personnes qui dominent les médias et comme le cinéma, il faut attendre de nouvelles générations pour le jeu vidéo soit respecté? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça qui fait que le jeu vidéo ne réussira jamais à atteindre une respectabilité comme le cinéma ou la musique, par exemple, ou la littérature? Honnêtement, je suis pas très calé sur ce sujet, mais je vais dire mon avis à moi, je pense que c'est purement générationnel. Avant, c'était les comics, avant ça a été le cinéma, avant ça a été le film. Enfin, notre temps viendra. J'ai vu cette séquence il n'y a pas si longtemps qui moi, m'a ému, fan de la prélogie Star Wars. On ne juge pas, s'il vous plaît. Qui était le mec qui a joué Anakin dans la prélogie. Tout
tout le monde le détestait à l'époque où la prélogie est sortie, parce qu'en fait c'était les adultes qui avaient grandi avec la trilogie, qui étaient en mode ah, il est nul, Hayden Christensen, blablabla, tout caca. Sauf qu'au moment où nous, la génération qui, moi, ont grandi avec cette série, sont devenus adultes, il est arrivé en convention et tout le monde l'a applaudi, tout le monde lui a dit que c'était un mec extraordinaire, qui était trop beau, il y avait je ne sais combien de personnes dont c'était le crush d'enfance, etc. Et il est en mode ah, enfin, un peu de reconnaissance, etc. Le jeu vidéo aura ça un jour. On arrivera à un moment où le The Event, ce sera le Téléthon, et les gens ne parleront plus du Téléthon, ils parleront du The Event. On arrivera à un moment où l'œuvre de l'année, ce sera pas Marvel, ce sera GTA 6. Ou des trucs, enfin l'œuvre la plus mainstream, j'entends. Je pense que ça prendra du temps, ça va prendre peut-être encore 20, 30, 40 ans, j'en sais rien, mais il y a bien un moment où des gens vont arrêter de snobber GTA et dire le terroriste avait joué à Call of Duty. Voilà. Donc ça viendra. En tout cas, j'ose espérer. Voilà. Merci pour cette présentation. Vous avez cité le fait que justement le jeu vidéo est devenu, comme beaucoup d'autres moyens de divertissement, un moyen de propager des opinions politiques, une culture, etc. Et que du coup maintenant de plus en plus de jeux sont faits dans le but de générer justement ce message politique et de le propager, plus qu'en fait de fournir un divertissement, ce qui était son origine de base. Voilà. Vous n'avez pas peur que, au final, ça risque de détruire plus l'industrie du jeu vidéo et donc le divertissement lui-même, si plus de gens veulent utiliser ce média pour transmettre en fait des idéologies politiques? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a un jeu qui se met un peu paraître politique à un moment que tous les jeux vont se mettre à le faire. Le cinéma, c'est pareil. Enfin, je veux dire, pour un docu sur la Palestine qui sort, il y a 153 films qui sortent sur Christian Clavier qui est raciste. Globalement, pour un jour arriver à un turning point où la majorité des œuvres sont des œuvres engagées qui privilégient le narratif politique au divertissement, on en est vraiment, vraiment, vraiment loin. Hein. Et je suis pas sûr qu'il y ait une seule industrie culturelle qui ait passé le pas. Je suis même absolument certain que c'est pas le cas. Je pense pas que le théâtre, le cinéma ou l'écriture, etc., il y aura toujours 12 Twilight pour un Guerre et Paix. Même beaucoup plus, je pense. Et non pas que j'aime pas Twilight, hein, attention. Hein. Team Edward. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je me demandais s'il existe aujourd'hui une sorte de consensus ou en tout cas un endroit où l'on peut retrouver un petit peu, essayer de quantifier l'influence politique que peuvent avoir les différentes œuvres du jeu vidéo. Par exemple, évidemment, là vous avez cité Call of Duty, qui est un exemple un petit peu extrêmement mainstream, avec une énorme influence, avec des dizaines de millions de joueurs, qui représente une vision très américaine du monde, avec les méchants arabes, les méchants russes, les méchants machins et tout. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche que vous connaissez ou qui permettent de répertorier, d'avoir une sorte de map un petit peu plus précise de l'état d'influence que le jeu vidéo exerce aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt une idéologie conservatrice de manière générale ou plutôt l'inverse? Voilà, est-ce que vous avez ça? Pas que je sache. Pourtant j'ai cherché, hein. Mais c'est vraiment pas évident de trouver ce genre de chiffres et des informations et des sources surtout ultra fiables sur ces trucs. Donc pas que je sache. À toi de jouer, j'ai envie de te dire. Non, je suis pas sûr. Je crois pas à l'heure actuelle. Malheureusement, c'est encore un truc très abstrait et il va falloir fouiller avant de trouver des sources fiables sur tous ces trucs. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, je sais pas dans quel point elle rentre vraiment dans le cadre de la conférence, mais c'est par rapport à la politique et les jeux. Il s'est passé un truc récemment avec Nintendo sur le claim de mécanique de jeu. Et je sais pas du tout si ça a un rapport avec la politique ou c'est juste une question de droit d'auteur. Est-ce que c'est Ça, c'est du droit d'auteur pour le coup, ouais. D'accord, ok. C'est la propriété intellectuelle de game design, ce qui est neuf, assez nouveau d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est plus vraiment propriété intellectuelle de Mario Maker, quoi, globalement. Ok, merci. Est-ce qu'on a encore une question ou non? Eh ben, merci beaucoup Hippolyte, merci pour ta conférence. Merci à tous.